Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue dans cette session d'information dominicale sur la télévision Labari. Retenez d'abord que vous pourrez suivre juste à la fin de cette édition comme invité de chaque dimanche l'honorable député Soumana Sanda. Il est député du groupe parlementaire Zamzam Lumana. Il a évoqué avec notre collègue Hassan Saleh Mustafa des questions d'actualité au niveau du Parlement, notamment la révision de la Constitution et la révision aussi du Code électoral. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien qu'il nous a accordé ce matin, avant donc de le retrouver à la fin de cette édition comme invité. Pendant 2 semaines, il y a eu 2 révisions de la Constitution. D'abord, de l'initiative du gouvernement, ensuite une proposition de loi portée par les députés, par les 5 présidents de groupe des députés de la majorité. Donc toute chose aujourd'hui qui indique qu'il y a des intentions cachées, n'est-ce pas, autour de cette question-là, et qui nous engage en tant que parti politique de l'opposition à être extrêmement vigilant, car la Constitution est un instrument fondamental, un instrument important, dont la révision ne doit pas être banalisée à ce point-là. Oui, justement, donc il y a des inquiétudes autour de cette décision. Et selon vous, pourquoi le président attend au cours de son 2e mandat pour initier ce genre d'initiative, ce genre de révision, et surtout qu'il dit en 2021 il va quitter le pouvoir. Est-ce que vous y croyez? En fait, c'est là toute l'intrigue. D'abord, pourquoi aujourd'hui? Ensuite, pourquoi d'ailleurs affirmer qu'en 2021 il va quitter ça? Cela va de soi. En 2021, il n'y a aucune procédure, il n'y a aucune possibilité pour le président de la République de rester. Donc cela ne se doit même pas. De mon point de vue, le président de la République ne devrait même pas dire qu'il partirait après 2021. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que on veut, à travers ces révisions de la Constitution, couplées aux révisions de certains aspects du Code électoral. Donc c'est taillé sur mesure des instruments pour pouvoir gagner des élections à l'avenir. Parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel n'a plus confiance dans l'arbitrage des électeurs nigériens. Donc pour se maintenir au pouvoir, il faut nécessairement se tailler, n'est-ce pas, des textes électoraux sur mesure pour pouvoir effectivement pérenniser déjà le hold-up qui avait été opéré en 2016 et aujourd'hui apparemment choses par rapport auxquelles ils se sont accommodés. Nous, au niveau de l'opposition, il va sans dire que nous allons être très vigilants et que nous allons continuer le combat afin que les élections au Niger ne puissent pas être tropicalisées comme ils l'ont été en 2016. Voilà, entretien donc à retrouver à la fin de cette édition. Parlons à présent du mois béni de Ramadan. C'est la 16e journée qui a eu lieu aujourd'hui donc pour les fidèles musulmans. Et nous vous proposons, comme vous le savez déjà, depuis le début de ce mois, chaque jour, donc des conseils pratiques sur le comportement du jeûneur et de façon générale du musulman. Aujourd'hui, le prédicateur Ismaël Mohamed évoque le cas des jeûneurs qui prétextent la faim et la soif pour se réfugier dans les lieux de culte, les mosquées notamment, pour les transformer en dortoir. Je vous propose de l'écouter. La mosquée, ce n'est pas un lieu où on doit dormir. Cependant, on tolère que des étrangers qui viennent n'ayant pas d'abri, pour un besoin de quelque temps, ils peuvent loger, être hébergés, n'est-ce pas, dans les mosquées. Mais quelqu'un qui réside, non, on ne doit pas transformer la mosquée comme un dortoir. La mosquée, c'est un endroit où on prie, c'est un endroit où on fait les zikr. Il ne faut pas transformer les mosquées en des dortoirs. Non, non. On peut rester lire le Coran, on peut rester faire le zikr, mais littéralement se coucher sans dormir, là c'est pas juste, c'est pas bien. Les mosquées ne sont pas faites pour dormir, même si c'est climatisé, même si on s'imagine qu'il fait beau, il faut aller, sinon tout le monde irait là-bas dormir, alors qu'est-ce que ça deviendrait? Un véritable dortoir? Non.
quand on doit profiter de ce climat, alors il faut utiliser ce climat-là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah pour cette climatisation qu'on a, en lisant le Coran, en faisant les zikrs. Mais littéralement, on se couche. Non, s'il vous plaît. Je pense que non, il faut éviter ça. Voilà, l'association islamique de la localité de Karma a organisé la 3e édition de son concours de mémorisation et de lecture du Saint-Coran, notamment communément plutôt appelé Moussabaka. Cette 3e édition a pris fin donc ce matin avec la participation de presque toutes les écoles coraniques de la dite localité. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette 3e édition de la Moussabaka de Karma? Nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana y étaient. Voici leur compte rendu. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Jeunes filles et garçons de différentes écoles coraniques de la commune urbaine de Karma se sont encore une fois retrouvés à l'occasion de ce mois béni du Ramadan pour un concours de lecture du Saint-Coran plus connu sous le nom de Moussabaka. Ainsi, après une semaine de compétition dans les 4 catégories à savoir Suratul Duha, Sabbi, Amma et Suratul Mul, la présente cérémonie marque le sacre des meilleurs élèves qui se sont distingués dans ces 4 catégories. Quelques récipiendaires ne cachent d'ailleurs pas leur joie. Ibn Faraha, Agoira, Irito, Akanu, Medjirwan, Jemboraise, Kansini, to Conchenoa. Agoira, Ibn Faraha, Irwan, Kurane, Kidu, Dino, Reditire Kidu. Agun bin Faramo ko ne ira hayre go kay nirce irka jin boro ira ko ne fala wallahi dio ke don ateguma fala bin Farama degtin ay go alfa ibore sawu irko mal fo kay ner go beran dir ko me kay bandugo ay ceyon kan ay tay calal boro duwe bare sai ngi im ko kare di choyo guma zama alislam tare choyo abunda fuberi akwed bor jine ne ba hunara im kokari im sugu koy de lokolo kono im kokari makaranta moy im koy da jene im te suba alfag bere. Immense est encore la joie du côté des organisateurs pour la réussite de ce concours, pour la pérennisation duquel ils demandent davantage l'implication de l'ensemble des ressortissants de la commune de Karma. La particularité de cette année, c'est que cette année nous avons organisé la Moussabaka ici à Karma. On a eu la participation effectivement de plusieurs écoles coraniques. Et effectivement, nous avons constaté l'engagement total de la population par rapport à ce Moussabaka. Cela veut dire qu'ils ont compris l'objectif. Ce que nous avons fait comme observation aussi, c'est que l'année dernière, les élèves, les apprenants qui ont participé au concours de deuxième Hizib, cette année, ils ont pu accéder maintenant au 3e Hizib. Donc cela veut dire qu'il y a eu amélioration. Le concours de la lecture du Saint-Coran permet effectivement de sauvegarder les fautes dans le Saint-Coran. Ça permet aussi, de l'autre côté aussi, de donner l'engouement, l'envie aux gens, à la population de lire le Coran. Donc vous voyez, tout ceci là, c'est effectivement c'est du djihad, ça fait partie de la lutte de développement de l'islam. La culture islamique, la lecture, le concours de la lecture du Saint-Coran, ça fait partie. Mais je suis trop surpris de constater que s'il y a une autre manifestation qui n'est pas islamique, qui n'est pas la culture islamique, là, ils vont investir, ils vont participer. Mais quand il est en se disant un musulman, ils ne participent pas. Donc c'est pour cela qu'on interpelle tout le monde, tous les fils de la commune rurale de Karma, s'il y a de tels événements, ils n'ont qu'à contribuer dans l'intérêt de la commune en particulier et du Niger en général. Comme le dit un adage aux Zambiennes, la valeur n'atteint point le nombre d'années. La Moussabaka de Karma, malgré son jeune âge étant seulement à sa 3e édition, n'a rien à envier au Moussabaka tenu ça et là depuis belle lurette. Avec l'implication de l'ensemble des fils et filles de Karma, ce concours peut même avoir une envergure nationale. Dans le domaine religieux toujours, un groupement de 133 écoles coraniques de la ville de Niamey a organisé ce matin au niveau de la mosquée de prière de vendredi du quartier Gawé, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, un prêche qui a réuni un bon nombre d'oulémas de la capitale qui ont prêché sur les différents préceptes de l'islam. Le résumé de ce prêche avec nos reporters Nasser Sedou et Ismaël Moumouni. Ils sont nombreux, ces fidèles musulmans de Gawai et ceux d'autres quartiers de la capitale à s'y rendre à la grande mosquée de Gawai pour écouter la bonne parole à travers ce prêche organisé
par un groupement des écoles coraniques de Niamey. C'est chaque année, effectivement. Donc cette année, ça fait la 16e année que nous organisons donc ce genre de prêche, Inch'Allah. La première des choses est que comment est-ce que nous allons faire l'effort pour vraiment faire dégager l'ignorance. Effectivement, donc, parce que l'islam a besoin donc d'une science. Pour adorer Dieu, il faut vraiment avoir la connaissance d'adorer Dieu. Donc si vraiment on n'a pas cette connaissance-là, on ne peut pas adorer Dieu. Comme Allah même a dit, il faut me connaître d'abord, avant de m'adorer. Effectivement, donc les prophètes aussi disaient que la science avant toute chose, avant la parole et aussi avant l'acte. Donc nous, notre premier objectif, c'est vraiment donc d'avoir la connaissance réelle qui nous permettra effectivement donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la lumière. L'utilité de la prêche, c'est que vraiment la prêche, elle fait revivre la foi. Et Allah disait dans le Saint-Coran donc qu'il est effectivement donc, entre vous des gens qui recommandent le bien et empêchent aussi donc, le blâmable. Donc Dieu disait que ces gens-là sont ceux qui ont le succès dans ce bas monde-là et aussi dans l'autre monde. Plusieurs thématiques vont être évoquées au cours de ce prêche, dont les devoirs des parents dans l'éducation de leurs enfants. Cette rencontre a regroupé des hommes et des femmes, mais ce qu'on peut remarquer, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et nous avons voulu à ce que nous ayons au moins l'équité, qu'il y ait au moins autant d'hommes que de femmes. Ce n'est pas la première fois. Donc nous invitons les hommes à vraiment participer à ces genres de rencontres pour que nous puissions mener l'éducation de nos enfants ensemble. Parce que c'est vraiment un acte. L'éducation des enfants demande l'accord donc des hommes et des femmes. Ce prêche est le 6e du genre, organisé chaque année dans la 2e décade du mois béni de Ramadan, afin d'inculquer davantage la culture islamique dans l'esprit de la population. Fin ce matin du 2e séminaire islamique organisé par l'association Jamhiyat Nasreddin et la Makaranta, l'école coranique donc Darul Bayan. Le séminaire a donc pris fin et il a porté sur le thème femmes, islam et polygamie. À l'issue de ce séminaire, les participants ont rendu un communiqué final lu ici par une des participantes. Le thème de ce séminaire est à point nommé, car parler de la polygamie en islam constitue un sujet intéressant à plus d'un titre. D'énormes dégâts seraient causés par la seule méconnaissance ou mauvaise compréhension de la pratique de la polygamie. Durant 2 jours, islamologues, médecins et juristes ont entretenu les participants sur les thèmes suivants. L'historique et la pratique de la polygamie dans les civilisations antérieures à l'islam, la pratique de la polygamie telle que recommandée par l'islam et ses conséquences dans sa mauvaise pratique, les conséquences ou les inconvénients des kaimata sur le plan sanitaire, les conséquences de la polygamie vues par les tribunaux. Il ressort de toutes ces communications les enseignements suivants. Que la polygamie est une pratique acceptée par Allah, notre Créateur, donc admise par l'islam, mais soumise à des conditions strictes qu'il incombe à tout musulman, homme ou femme, de respecter. L'utilisation des kaimata a pris de l'ampleur aujourd'hui dans la société nigérienne chez les femmes de façon déchaînée, au risque de constituer un problème de santé publique, puisque leur usage excessif peut provoquer le cancer et la stérilité précoce pour les jeunes femmes qui venaient juste de se marier et qui les prennent. La polygamie telle que pratiquée aujourd'hui au Niger cause d'énormes dégâts ou conséquences sur les familles, notamment sur l'avenir des enfants et de celle de la femme divorcée. Les tribunaux essaient de concilier le couple, à défaut de demander des pensions alimentaires pour la prise en charge des enfants, conformément aux moyens du mari, et d'en punir les femmes ayant exercé des coups et blessures sur leurs coépouses. À la fin de ce séminaire, les participantes ont adressé une motion de remerciement et d'encouragement à Malma Saïda Zara Cheikh Aboubakar et en particulier à l'association Jamhiyat Nasreddin pour la bonne organisation de ce séminaire et les thèmes pertinents abordés. Les participantes félicitent également les contributeurs à ce séminaire
notamment les conférenciers Dr Reinatou Magaji, gynécologue, et M. Amadou Djigme Ibrahim, juge au tribunal. Voilà, les sages du quartier Nialga, c'est toujours dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, ont organisé une quête pour venir en aide aux orphelins du dit quartier. Le partage de la moisson de cette quête a eu lieu ce matin au grand bonheur plutôt des bénéficiaires Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. L'initiative est celle de certains sages du quartier Nialga de la rive droite qui ont décidé de lancer en février dernier une quête dans les différentes mosquées. Il s'est agi pour les initiateurs de collecter de l'argent pour aider les orphelins du quartier pendant ce mois béni du Ramadan. Ces fonds-là sont destinés aux orphelins du quartier exclusivement, donc à partir du deuxième pont-là jusqu'à toute la zone qu'on occupe. Les fonds sont repartis équitablement donc parmi les orphelins qu'on a pu recenser et qui sont dans le quartier. Chaque orphelin, 6500. Il y a des mères qui ont un enfant, il y en a qui ont jusqu'à 5 enfants, d'autres 6. C'est par orphelin qu'on donne les 6500. Donc, une femme qui a 6 orphelins, elle a 39 000. Un geste salué par les bénéficiaires. borka yango bandama madiga dondoniga ngai kambay kan ala tumu iga konzono ya dinga borkan go bandamu amadiga dondoniga il ko mi di se kan di borginese. Les organisateurs lancent un appel aux bonnes volontés. Que les gens vraiment prennent conscience de la faiblesse, de la précarité de ces êtres faibles pour qu'ils prennent des dispositions afin de les aider, pas pendant le Ramadan seulement, pendant toute l'année. Sur toute l'année, qu'ils essaient de collecter quelque chose pour aider ces êtres faibles, parce que nous sommes responsables, en fait. C'est nos frères, nos petits frères, nos enfants. Donc, leurs pères ont été arrachés de cette vie-là. C'est pas parce qu'ils étaient fautifs, non. La vie, à un certain moment, a une fin. Donc, on doit prendre en charge ces enfants-là. Et ce que aussi, je ne sais pas, aux autres quartiers, je lance appel aussi au gouvernement, à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que l'État est responsable aussi devant Dieu de ces enfants-là. Et aussi ceux qui ont les moyens, que ce soit pendant le Ramadan ou après, on est vraiment disposé à recueillir les aides qu'ils peuvent nous faire dans ces cadres, même si c'est dans le cadre de la zakat. Une initiative salvatrice à soutenir et à élargir dans les autres quartiers. Partons à présent à la découverte d'un ouvrage édité par un Nigérien qui travaille au niveau de la Banque mondiale. L'ouvrage est intitulé Régionalisation à l'africaine. Il l'a édité et puis il nous l'a présenté. C'est dans ce résumé de Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. La régionalisation en Afrique est née sur un processus d'intégration et de développement. C'est le nom d'un nouvel ouvrage de notre compatriote Abdul Salam Bello. La régionalisation est un enjeu global qui peut être un outil stratégique de développement en Afrique. Je voulais développer une réflexion sans être prétentieux, quel est l'état aujourd'hui de la régionalisation, quels sont les enseignements que nous pouvons en tirer et quelles perspectives nous pouvons dégager. D'abord, ce que j'essaie de faire, c'est de voir la relation entre la régionalisation et la globalisation. Aujourd'hui, on a un monde qui est multipolaire. Les questions globales affectent aussi le niveau local. Un exemple, pour mettre les choses dans un contexte, on parle en ce moment des questions liées au changement climatique qui affectent l'ensemble de la planète et qui ont une importance plus particulière, par exemple, dans nos pays sahéliens, avec le fleuve Niger, avec le lac Tchad, mais aussi tout simplement avec les questions de pluviométrie et autres. Donc c'est la première approche que j'ai voulu avoir, donc la relation entre la régionalisation
et la globalisation, sachant que certaines de nos problématiques nationales devraient avoir aussi des réponses à des niveaux régionaux. On parle par exemple du lac Tchad. Nous avons un problème qui est un problème sur le territoire national, mais qui a une solution sur le plan régional. La publication de cet ouvrage n'a pas été du tout facile pour l'auteur. C'est surtout l'accès à certaines informations, les échanges entre certains décideurs des structures dont j'ai parlé. Effectivement, il y a aussi des questions liées à la mémoire institutionnelle. Parfois, il y a des difficultés pour accéder à certaines documentations. Donc, il a fallu faire aussi beaucoup de travail de recherche en amont, mais aussi chercher l'accès à certaines personnalités qui ont été impliquées dans ces processus d'intégration régionale, sachant que parfois vous avez aussi des points de vue qui sont très tranchés en fonction des positions des personnes ou bien des institutions par lesquelles sont passées certaines personnes. Donc on sent aussi que effectivement le passage ou l'appartenance à une communauté économique ou bien le positionnement d'une personne dans une structure gouvernementale. Actuellement conseiller auprès de l'administration des pays africains du groupe 2 à la Banque mondiale, Abdul Salam Bello est aussi l'auteur de plusieurs articles sur des thématiques de l'intégration régionale, du développement des infrastructures, du changement climatique, etc. Du sport à présent, vous le savez, hier s'est joué au niveau du stade général Seyni Kounché de Niamey un match qui a opposé l'équipe nationale du Niger, le MENA donc, à celle du Swaziland. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Le match, vous le savez, s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 but entre les deux équipes. Il y a eu malgré donc ce match nul, une forte mobilisation derrière le MENA national à l'image de celle organisée par les jeunes du quartier, par les jeunes plutôt du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, c'est-à-dire la rive droite. Le reportage sur la mobilisation avant le match d'hier pour aller au stade, donc au niveau du quartier rive droite, 5e arrondissement donc de la ville de Niamey, avec nos reporters Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. Grande mobilisation à la rive droite des supporters de l'équipe nationale du Niger MENA ce samedi à l'occasion du match du Niger contre Swaziland dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2019. Une initiative propre de ces grands amateurs du ballon rond, grands supporters de l'équipe nationale, Amadou Mohamedou Cisco. Il a en effet mobilisé des minibus pour assurer le transport aller-retour de la rive droite au stade général Seyni Kounché à tous les supporters du 5e arrondissement. Le match de MENA, on est sûr et certain, Inch'Allah, les alliés, on va gagner. Coup de chapeau à notre président, Alain Sixo. Nous sommes là pour lui, on est toujours là pour lui. Il est là pour le sport et pour la jeunesse. Tout le quartier, les voitures, l'essence, voilà même les tickets qu'il a achetés pour le quartier. Voilà les voitures, nous sommes là tous pour lui. On va gagner, Inch'Allah. Et on le remercie de ce qu'il fait, il continue de faire et on le remercie aussi. Non, ça, depuis longtemps, nous on s'entraîne pour ça, depuis nous on est prêts, nous on attend le jour seul seulement. L'affaire de football au Niger n'est pas seulement une affaire des autorités en charge du sport, mais une affaire de tous. Il faut faire un bloc autour de 11 nationales. Amadou Mohamedou Cisco a bien compris cela, d'où l'intérêt de cette mobilisation autour du MENA, un acte patriotique s'allier à sa juste valeur par les acteurs du football. Voilà, et puis ce public reportage avant donc la partie magazine que vous allez suivre juste à la fin de cette édition. Le public reportage porte sur le projet financé donc par la Banque mondiale et le Niger, le projet d'eau assainissement en milieu urbain en partenariat avec la Banque mondiale qui veut répondre donc au problème d'insalubrité. Il a créé donc au niveau du quartier Koubia de Niamey une station de traitement des boues de vidange au niveau de ce quartier. Le public reportage est signé Nafisa Hassan et Halidou Bourem. Exécutée à hauteur de 62%, cette station est la première pour le traitement des boues de vidange. Un projet piloté par l'État du Niger à travers le projet eau et assainissement en milieu urbain sur financement de la Banque mondiale.
Une initiative qui vient à point nommé car elle rentre dans le cadre de l'assainissement de la ville de Niamey. C'est prévu dans le cadre du programme que nous avons élaboré, qui est adossé aux objectifs de développement durable, qui s'appelle le projet, qui vient d'être adopté depuis le 9 mai dernier. Et dans le cadre de la mise en œuvre donc, de ce programme, il est prévu beaucoup d'activités qui rentrent dans le cadre de l'assainissement et qui, dans la première phase de ce programme, justement, coïncide avec le programme de Renaissance Acte 2 du président de la République. Pour le directeur général de l'assainissement auprès du ministère de l'Hydraulique, spécialiste en assainissement, cette station est une solution pour réduire la défécation en air libre. Le 9 mai 2017, le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement a été adopté par le gouvernement. Et ce programme fait du sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement un sous-programme à part entière, dont l'objectif est, entre autres, l'arrêt de la défécation à l'air libre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la défécation à l'air libre, on passe souvent au milieu rural, en pensant que c'est ce milieu seulement là qui défèque à l'air libre. Quand on prend les villes, je pense que tout ce qui se fait dans les latrines se retrouve dans la nature. C'est aussi une sorte de défécation à l'air libre. Vous avez constaté le passage d'un certain nombre de camions-citernes qui partent vidanger dans la nature les excréta humains retirés des latrines des ménages de la ville de Niamey. Donc c'est dans la perspective de l'atteinte de cet objectif de faire de défécation à l'air libre qu'il a été envisagé la construction d'un certain nombre de stations de traitement de boues de vidange, dont celle qui est en cours est la première du genre au Niger. Pour le coordonnateur du projet eau et assainissement en milieu urbain, cette initiative des autorités nigériennes cadre avec les stratégies nationales de gestion de l'environnement à travers le programme Niamey-Niala. Au niveau du projet eau et assainissement en milieu urbain, il est prévu la réalisation de latrines scolaires systématiquement dans l'ensemble de toutes les écoles de Niamey, Tillabéri et Dosso. Cette station, comme l'a dit le SG et le directeur général de l'assainissement, est la première du genre. L'usine de traitement des boues de vidange. Niamey a aujourd'hui produit à peu près 1000 mètres cubes d'eau usée. Ces 1000 mètres cubes d'eau usée par jour sont déversés dans la nature. On ne connaît même pas le nombre de points de verse des ordures de ces déchets liquides. Ici, c'est une ancienne carrière qui a été utilisée parce qu'elle répond à tous les critères, y compris le fait que cette carrière était utilisée déjà pour la déverse dans la nature de ces eaux. Donc cette usine, dont les travaux sont bien avancés, nous sommes à un taux d'exécution de 62%, et on pense que d'ici le mois d'août, comme l'a dit le secrétaire général, ces travaux, la partie génie civil sera terminée. En visite sur les chantiers de construction, les responsables de la Banque mondiale ont salué le taux d'exécution des travaux. Nous sommes en train de visiter nos pays et le Niger a été retenu pour à la fois disséminer les résultats et les innovations de ce que nous appelons l'IDA 18, à savoir la filiale de financement du développement des pays les moins développés et du groupe de la Banque mondiale. Donc, en marge de cette visite, nous essayons de toucher du doigt les réalisations du groupe de la Banque mondiale sur le terrain. Parce que vous savez que du point de vue des principaux partenaires du Niger, le groupe de la Banque mondiale reste le premier partenaire multilatéral du gouvernement du Niger dans sa lutte pour le développement. La station de traitement des boues de vidange va servir 400 000 personnes de la ville de Niamey en attendant la construction d'autres stations de traitement de boues de vidange.
Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, mais restez à l'écoute et à poursuivre la suite de nos programmes avec notamment juste à la fin de ce générique l'entretien que nous a accordé ce matin l'honorable député Soumana Sanda du groupe Zamzam Lumana. L'entretien a porté sur les questions d'actualité au niveau du Parlement qui est en session extraordinaire, comme vous le savez, les questions notamment de la modification de certains articles de la Constitution, mais aussi de celles du Code électoral. Entretien réalisé par Hassan Saleh Mustafa. Bonne réception et bonne suite de nos programmes.